Hello tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans mon journal de bord, petit débrief de la semaine. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, un peu plus d'un mois je crois, mais je vais vous expliquer tout ça. C'est pas que j'étais en train de rien faire, bien au contraire. Et justement, ça va être un débrief un peu particulier, enfin même très particulier, puisqu'il y a un mois, du coup très exactement. Donc là, on est le 7 novembre, donc c'était début octobre, vers le 10 octobre. J'ai organisé un webinaire en ligne sur l'IA et l'automatisation, mais un gros webinaire, on était plus de 2500 inscrits. On a eu plus de 1800 personnes qui sont passées sur le live. Et suite à ce webinaire, on a contracté un peu moins de 150 000 euros en une quinzaine de jours, en à peu près 15 jours. Et du coup, dans ce débrief, j'ai envie de revenir complètement sur ce webinaire. Donc ça a été un gros succès, hein, clairement. C'est les plus gros chiffres qu'on a jamais fait chez Zenitia depuis 2 ans et demi. Surtout de façon aussi précise, sur une période de temps aussi courte, etc. C'était jamais arrivé. Et donc là, je me suis dit que dans ce débrief de la semaine, j'allais vous faire une liste, voilà, des 9 enseignements, slash leçons, slash erreurs, en gros les choses les plus intéressantes que je retire de cet événement. Déjà, vous allez comprendre un petit peu aussi comment on a pu avoir des résultats comme ça. Mais j'avais envie d'aller un peu plus loin et de vraiment vous partager de façon très authentique, et c'est aussi pour moi, pour que je puisse le revoir plus tard, les meilleurs enseignements que j'en ai tirés. Donc il y a pas mal de choses qui sont très contre-intuitives. Voilà, j'ai pas envie de faire une liste de choses très bateau qu'on peut voir partout sur YouTube, etc. Donc c'est vraiment que des choses qui sont directement tirées là, de mon expérience de ce webinaire qui a très très bien fonctionné sur l'IA et l'automatisation. Et les erreurs, les enseignements, les leçons que j'en retire pour progresser, pour faire encore mieux la prochaine fois. Et je suis sûr que si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu vas apprendre plein de choses parce qu'il y a plein de points que franchement je vois pas comment on peut les anticiper à l'avance sans les savoir. Ça me semble un peu impossible. Donc tu vas vraiment avoir beaucoup de valeur dans cette vidéo. Donc je suis assez content de la faire. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de débrief comme ça, face cam, très authentique. Donc, et je suis sûr que tu vas apprendre énormément de choses qui sont assez contre-intuitives. Donc voilà, je ne vais pas faire plus de blabla, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Alors juste pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo, qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Clément, il y a 2 ans et demi, j'ai lancé une agence IA qui s'appelle Zenitia en parallèle de mes études à HEC Paris, avec un cofondateur qui s'appelle Enzo, qui lui a fait Centrale Supélec, donc une école d'ingé. Et en un peu plus de 2 ans, donc on avait généré, je dis on avait parce que suite à ce webinaire, c'est un peu plus de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc suite au webinaire, on est du coup passé au plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans, un peu plus de 2 ans. Et globalement, on vend de l'IA, donc principalement des automatisations sur mesure pour faire gagner du temps aux entreprises. Et on a aussi une branche B2C pour les particuliers euh, qu'on monétise également. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, c'est un petit peu le résumé de ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Et donc là, on a testé une nouvelle méthode d'acquisition qui est liée donc au webinaire, donc qu'on voit beaucoup, on va dire, sur YouTube ces derniers temps, avec des masterclass, des challenges, parfois sur 5 jours, parfois sur 2 jours, parfois sur un seul soir. Et voilà, dans cette vidéo, donc, je vais donner les 9 enseignements, les 9 choses les plus intéressantes qui me sont arrivées. Et donc, on va commencer tout de suite avec le premier point, qui a été le choix du format du webinaire, qui a fait, comment dire, qui a été sujet à débat en fait dans l'équipe Zenitia avec mon cofondateur. En fait, on était 3 à organiser ce webinaire. Donc, pour donner un peu de contexte, on l'a fait sur 2 jours. Donc, on avait prévu donc on a prévu, et c'est ce qui s'est passé, 2 gros lives, voilà, de plus de 2 heures et demie sur 2 soirs, donc début octobre. C'était le 7 et le 8 octobre ou le 8 et le 9 octobre, enfin peu importe. Et l'idée, c'était donc de faire un format assez long où on allait vraiment essayer de créer de la confiance pour ensuite rediriger vers des offres payantes, donc sur notre partie B2B, entreprise, et aussi donc auquel on vend des automatisations sur mesure, mais aussi sur notre partie B2C, donc écosystème, pour ceux qui veulent plus se former là-dessus, ou alors pour les entreprises qui veulent internaliser la compétence. Donc on a nos 2 offres, etc. Et on s'est dit qu'on allait faire un format long, euh, assez long, pour créer de la confiance, etc. Mais c'est pas tout de se dire qu'on va faire un format long, etc. Après, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que je vais raconter moi dans les 2 heures et demie, 3 heures de live. Et ça a été un débat fondamental qu'on a eu avec donc mon associé et l'autre personne avec qui on a organisé le webinaire. On était 3 sur le sujet. Et là-dessus, en fait, on n'a pas été d'accord. Et vous allez voir pourquoi je vous partage ce point qui est assez intéressant. Parce que en général, quand on fait des webinaires, et en particulier sur l'IA, etc., ce qui se fait, en tout cas quand on a regardé un peu les concurrents, ceux qui faisaient des webinaires, etc.,
il faisait souvent des choses qui étaient très vulgarisées. C'est-à-dire il voulait surtout pas rentrer dans la technique, surtout pas rentrer dans le côté un peu compliqué, concret. Et globalement, bah, nous, si on avait eu l'idée de faire ce webinaire, c'est parce qu'on avait notamment vu un concurrent qui avait fait ça et ça avait l'air de bien fonctionner pour lui. Donc on avait étudié son webinaire à lui, qui lui était sur 5 jours. Donc c'était beaucoup plus gros que ce que nous, on a pu faire. Nous, c'était un petit peu un test pour tester ce modèle d'acquisition. Et en fait, on avait regardé son webinaire, et quand on a regardé les 5 jours, donc il parlait d'IA, d'automatisation comme nous, hein, mais c'était extrêmement marketing. Il y avait très peu de concret en fait. Il y avait aucune automatisation IA. C'était vraiment 5 jours, c'était énormément de marketing pour pousser à la vente avec des leviers classiques, de FOMO, de lance-toi dans l'IA, c'est maintenant ou jamais. Enfin, beaucoup de témoignages, enfin, énormément de marketing, mais finalement très peu de concret, très peu de technique. Et nous, on avait trouvé ça très frustrant, mais force est de constater que ça avait marché. Et donc nous, quand on a voulu faire ce webinaire et qu'avec mes associés, on s'est posé et qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on fait comme contenu concrètement? Eh ben, il y a toujours un peu ce débat qui est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à éviter de réinventer la roue. Donc on veut pas, on dit souvent que voilà, on a juste à prendre les choses qui marchent, on les adapte un peu, on les refait et c'est beaucoup plus efficace que d'essayer de révolutionner le marché. Et la plupart du temps, c'est vrai. Mais là, moi, en l'occurrence, j'avais pas envie de faire un truc un peu bullshit, hein, pour être honnête, faire que du marketing et pas donner de valeur concrète, montrer des vraies automatisations, etc. Même si le fait de monter des vraies automatisations, bah forcément, c'est plus technique. Et on n'était pas d'accord. C'est-à-dire que moi, à la base, j'étais plutôt dans cet esprit de, bah, on va faire un format un peu différent de ce qu'ils font tous, on va faire un truc plus concret, plus technique. Oui, ce sera plus exigeant, oui, on va perdre des gens. Et puis, bah, il y avait d'autres personnes de mon équipe qui ont dit, non mais pour moi, c'est une mauvaise idée, les gens, ils vont rien comprendre, ils vont tous partir du live, tu vas tous les perdre. Si eux, ils font les choses comme ça, c'est qu'il y a une raison et qu'il ne faut pas le faire autrement. Et ça s'entend, ces arguments. Et du coup, on a un petit peu débattu là-dessus, mais finalement, on a fait ce que moi j'avais en tête, en l'occurrence, euh, pour une raison que j'ai pu donner, qui est que notre concurrent principal qu'on avait étudié avant de faire ce webinaire, eh ben, on avait remarqué quand même que sur TripAdvisor, il avait eu énormément d'avis négatifs, donc des 1 étoile, 2 étoiles, de gens qui disaient justement non mais c'est n'importe quoi, j'ai passé 15 heures à regarder et il n'y avait absolument rien de concret, j'ai rien appris, etc. Et donc il y avait quand même beaucoup d'avis, ce qui faisait baisser la note vraiment très fort sur TripAdvisor. Et c'est avec cet argument finalement que on a tenté ce format un peu plus technique et un peu plus concret, parce que ce que j'ai dit en fait à mes associés, c'est de dire regardez, au pire, enfin, il y a quand même plein de gens qui trouvent ça, qui trouvent que c'est un peu du foutage de gueule, ces événements gratuits où on montre rien et on fait que du marketing. Donc autant tenter un truc qui est beaucoup plus concret, où on donne vraiment de la valeur et on montre vraiment des choses qui ont de la valeur. Et au moins, on n'aura pas des commentaires comme ça éclatés et on préserve notre marque. Donc si ça marche pas, bah tant pis, mais au moins on n'aura pas abîmé notre marque, notre réputation, etc. Et si par contre ça marche et que c'est différenciant, et que ça marche bien, etc., bah, non seulement on n'aura pas abîmé notre marque, et en plus on aura trouvé quelque chose de différenciant. Donc c'est grâce à ça un petit peu que j'ai pu convaincre, enfin surtout un associé sur les deux, avec un autre qui était un peu plus en phase avec moi, euh, de faire comme ça. Et au final, bah, ça a porté ses fruits, puisque ensuite quand on a fait des appels de vente avec tous les gens suite au webinaire qui ont pris des appels avec nous, eh bien vraiment 90% des gens, on a eu des très très bonnes stats, mais je vais en parler un peu plus après, mais 80% des gens nous ont dit, plus de 90% nous ont dit que notre webinaire il était extrêmement concret, que c'était justement, que contrairement à ce qu'ils avaient pu voir par le passé, bah, c'était vraiment de la vraie valeur qu'on avait partagée, des vrais systèmes, des vraies automatisations, que c'était pas juste du marketing et du bullshit. Et au final, ça nous a permis de créer vraiment une vraie confiance avec les gens et donc de vendre derrière beaucoup plus facilement. Et donc ça a été un pari gagnant. Et la leçon que j'en tire de tout ça, c'est qu'en fait, il faut toujours dans l'entrepreneuriat trouver un équilibre entre le truc de ne pas réinventer la roue. Effectivement, il faut s'inspirer de ce qui marche déjà. En l'occurrence, le fait de faire des formats un peu challenge, c'est ce qui marche, donc on s'est inspiré de ça. Mais après, il faut aussi avoir du bon sens. Et si on voit que c'est pas parce que la personne elle a fait comme ça et qu'elle a eu des résultats qu'il faut absolument qu'on fasse exactement la même chose. Avec quelques ajustements, mais globalement la même chose. Et je pense qu'il faut vraiment pas oublier son bon sens de se dire, bah, lui, il a fait ça comme ça, mais on voit quand même que sur TripAdvisor, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé. Donc peut-être que si on fait un truc beaucoup plus concret, certes, on va perdre quelques personnes, mais on va aussi avoir beaucoup d'autres personnes qui vont énormément apprécier. Et au moins, personne ne pourra dire qu'on est des escrocs et qu'on ne sait pas de quoi on parle et qu'on n'est pas bon techniquement, etc. Et je pense que ça a été clairement un choix gagnant. Et donc voilà, je vous le partage. Et je pense que ça peut aider pas mal de gens. Bon, putain, je suis déjà à 9 minutes 50, je suis au premier point, il y en a 9. Ça risque d'être un peu plus long que ce que j'avais prévu cette vidéo.
Mais c'est pas grave, je vais essayer d'accélérer sur certains points, ça ira un petit peu plus vite. Surtout que ceux qui sont sur la fin sont pas mal contre-intuitifs. Donc ça va être super intéressant. Donc ça c'est le premier point, équilibre entre ne pas réinventer la roue et avoir du bon sens. Le deuxième point, deuxième leçon que j'en retire un petit peu de tout ça, c'est qu'on a bien fait de tenter ce nouveau format. Parce que finalement, nous, ça fait quand même depuis longtemps qu'on a un business qui tourne, qu'on fait entre 40 et 70 000 euros par mois de chiffre d'affaires, avec des tunnels bien spécifiques. Et le fait de tester un nouveau format qu'on n'avait pas l'habitude de faire, de sortir de nos zones de confort, bah, c'était quand même un risque. Parce que c'est vraiment un autre process d'organiser un webinaire. Tu as toute la phase de préparation, tu as toute la phase de live, tu as toute la phase post-webinaire, etc. On n'avait jamais fait, donc on ne maîtrisait pas le process. Et donc ça nous a fait vraiment sortir de notre zone de confort, alors qu'on avait déjà un modèle qui marchait bien. Mais on a bien fait de le tenter, parce que déjà, avec notre modèle actuel, on n'aurait jamais pu contracter 150 000 euros en 2 semaines. Donc maintenant, on sait qu'on est capable de le faire. Et ça nous ouvre un océan, un champ des possibles qui est beaucoup plus grand que ce qu'on avait que ce que je voyais actuellement avec nos capacités commerciales et techniques et d'absorption. Donc bon, on a déjà bien fait de tenter pour ça, mais c'est surtout euh, parce que voilà, on savait que c'était un modèle qui pouvait être explosif et qui pouvait avoir des gros résultats, aussi être scalable par la suite, parce que maintenant qu'on l'a fait une fois, qu'on a vu que ça marche, là on a fait un webinaire qui est assez généraliste finalement. Bon, on a essayé de parler à beaucoup de monde, mais après, donc, comme on maîtrise maintenant le process, on pourrait faire des webinaires qui sont beaucoup plus spécialisés, soit sur des automatisations B2B très précises qu'on a déjà développées et qu'on veut vendre à l'échelle, ou alors refaire des formats plus généralistes. Mais maintenant, ça ouvre un champ des possibles qui est intéressant, et ça, on le sait parce qu'on l'a tenté, et si on ne l'avait pas tenté, on n'aurait jamais pu le savoir. Et même dans l'idéal, on aurait dû le faire il y a 6 mois. On aurait dû le tenter il y a 6 mois. Mais bon, on n'a pas réussi à trouver le temps, on n'a pas réussi à bien s'organiser pour le faire. On l'a fait que il y a un mois, c'est déjà bien. Mais en tout cas, on a bien fait de sortir de notre zone de confort, de se faire un peu violence, parce qu'on sentait que ce truc-là, des webinaires, des challenges, etc., il y avait un gros potentiel dessus, et que ce serait criminel finalement de ne pas essayer et de se dire oh mais ça marche pour eux, mais parce qu'ils sont plus gros, parce qu'ils sont plus connus, parce que ceci, parce que cela, qui sont presque toujours des croyances limitantes qui sont absolument fausses en fait. Et on voit que c'est une question d'échelle, et finalement en plus on n'a pas investi énormément dans cet événement, enfin parce que c'était un test, donc on ne voulait pas non plus prendre des risques inconsidérés, et finalement ça nous a rapporté énormément par rapport à ce qu'on a investi, donc on a bien fait de tenter. Donc la leçon numéro 2, c'est pour la prochaine fois, si j'ai d'autres opportunités, d'autres nouveaux formats qui me demandent de sortir de cette zone de confort, bah, il ne faut pas hésiter à tester si on sent que ça vaut le coup et que derrière ça peut nous faire un x10, un x20, un x30 sur notre business model. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est la publicité en ligne. Troisième leçon que je retire de tout ça, c'est que ça fonctionne, l'ADS, si tu fais ça sérieusement. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que en fait, souvent, dans les stratégies d'acquisition, c'est toi le problème. Et c'est pas la méthode que tu utilises. Évidemment, quand ça marche pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai déjà essayé de faire de la publicité en ligne quand j'avais fait des bootcamps en physique 2 fois et pour un autre truc aussi. Et ça n'avait pas du tout marché. Voilà, j'avais fait une créative, j'avais mis 500 balles ou 800 balles, j'avais boosté un truc et tout. Et ça avait mais vraiment pas du tout marché. Et évidemment, je ne m'y connaissais pas du tout en publicité en ligne à ce moment-là. Et vraiment, j'ai fait les choses un peu enfin, n'importe comment. Mais voilà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il ne faut pas en avoir la conclusion que parce que moi j'ai essayé de faire la publicité en ligne 2 fois que ça n'a pas marché, la publicité en ligne ça ne marche pas. Et je connais beaucoup de gens qui parfois ont des conclusions comme ça sur beaucoup de méthodes d'acquisition. Et là, voilà, on s'est dit, ok, on va faire de l'AD, c'est la troisième fois qu'on le fait, les 2 fois ça n'a jamais marché. Sauf que là, cette fois, on l'a fait sérieusement. Et donc, on n'a pas fait une créative, on en a fait 16. Donc, on a fait plus de 16 vidéos différentes parce que je me suis renseigné. Et aussi parce que je le savais en soi, c'est juste que j'avais jamais vraiment eu le temps de le mettre en place. Qu'il fallait qu'on ait beaucoup plus d'angles différents, beaucoup plus de budget aussi pour avoir une peut-être ou deux ads qui marchent sur 16 qu'on fait, quoi. Et donc voilà, on a fait les choses sérieusement, on a fait des montages un peu mieux, on a fait plus de volume, on a mis plus de budget, donc on a mis plusieurs milliers d'euros de budget sur la publicité en ligne pour ramener des inscrits, puisque l'event était gratuit, donc on avait un tunnel où il fallait ramener des inscrits gratuitement, et ensuite c'était le webinaire qui était censé convertir les profils intéressants. Donc voilà, on a fait les choses sérieusement, et comme par hasard, quand on fait les choses sérieusement, ça marche, et on a eu plus de 1000 inscrits uniquement grâce à la publicité en ligne. Donc ça, c'est une leçon que je peux tirer de ce webinaire et que je généralise et que vous pouvez aussi euh, intérioriser si ce n'est pas déjà le cas.
qui est que quand on utilise une méthode assez connue qui a fait ses preuves, publicité en ligne, mailing, création de contenu, etc., si ça ne marche pas pour toi, c'est probablement parce que c'est toi qui fais de la merde et c'est pas parce que la méthode ne marche pas. Si on prend l'exemple de la publicité en ligne, si Meta fait des millions, tous les mois, c'est bien parce qu'il y a plein de gens qui dépensent beaucoup d'argent dans la publicité en ligne, enfin des milliers d'entreprises, et que c'est rentable parce que sinon elles ne le feraient pas. Donc c'est juste qu'a priori toi tu le fais mal et que tu n'as pas encore craqué le code. Et ça c'est vrai pour tout, pour le mailing, pour la création de contenu, pour tout. Donc voilà, donc nouveau canal d'acquisition que je commence à maîtriser, qui va être très utile pour la suite, pour avoir plus de prédictabilité. Pas du tout, ce mot ne se dit absolument pas, pour pouvoir mieux prédire les performances du business, de ce qu'on vend, de nos différentes verticales, etc. Donc je suis assez content d'avoir enfin, après 2 échecs, commencé à comprendre qu'est-ce qui marche en publicité en ligne, comment le mettre en place, sachant que je ne suis pas du tout un expert encore, mais je sens que je commence à capter comment ça marche, et j'ai pu le prouver du coup un petit peu avec ce webinaire, quoi. Ouais, et donc dans le troisième point, je l'intègre aussi, mais bon, il y a l'Ads qui a bien fonctionné, mais l'organique, c'est quand même une valeur sûre, puisqu'on a eu plus de 2000 inscrits uniquement via l'organique, via LinkedIn et via Insta. Plus de 1000 inscrits via LinkedIn et plus de 500 inscrits via Insta, ce qui fait qu'on était un peu plus de 2500 en tout en inscrits. Et donc, bon, l'organique, c'est un truc que je maîtrise beaucoup mieux pour le coup, parce que ça fait depuis très longtemps que j'en fais. Mais voilà, ne surtout pas le négliger, parce que c'est de l'acquisition qui coûte 0. L'Ads, pour avoir ces 1000 inscrits, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros, alors que pour avoir les 1500 inscrits de l'organique, j'ai dépensé 0. Et ensuite, sur ces 1500 inscrits, j'ai fait plein de ventes, et donc là, j'ai un retour sur investissement qui est juste aberrant, et il n'y a aucune autre méthode d'acquisition qui te permet de faire un truc comme ça, d'avoir des milliers d'inscrits qui te coûtent 0 € qualifiés, qui derrière vont devenir tes clients. Il n'y a que la création de contenu qui te permet de faire ça. Et donc, note pour plus tard, entre guillemets, pour moi et pour vous, pour tous ceux qui m'écoutent, ne surtout pas négliger l'organique et aller chercher ces quelques milliers d'inscrits en organique via tous les réseaux qu'on a pu développer. Donc moi sur LinkedIn, j'ai plus de 17 000 abonnés, sur Insta aussi, et c'est en partie grâce à ça que j'ai pu rentabiliser vraiment bien cet event, quoi. Donc ne pas négliger, sous-estimer l'organique. Quatrième point, le jour 1 du webinaire est le plus important. Alors ça, j'avais déjà vu, mais là, je me suis rendu compte parce que, évidemment, j'ai fait un data tracking de tout ce que je vous raconte, donc je connais mes stats, je sais un peu tout ce qui s'est passé, vu que j'ai à peu près un mois de recul sur l'événement. Et ouais, le jour 1, il est fondamental parce qu'en fait, c'est là où va y avoir le. Parce que nous, on a fait 2 jours. Alors, si tu fais qu'un jour, bon, bah voilà, l'histoire est réglée. Mais si tu fais par exemple 3 jours de webinaire, le jour 1, c'est le plus important parce que c'est là où tu vas avoir le plus de monde. Et donc, c'est là où tu peux créer le plus de FOMO, de hype, de. Voilà, j'ai pas tous les mots, mais je pense que vous avez compris l'idée. C'est vraiment à ce moment-là qu'on peut avoir le plus de volume et réserver le plus d'appels. Nous, suite au jour 1, on a booké plus de, je sais plus si c'est 176 ou 175, mais donc plus de 170 appels de vente juste le soir même du jour 1, en balançant ensuite notre lien calendrier avec notre CTA, notre call to action, etc. Donc le jour 1, il est fondamental. Et donc une fois que tu commences à avoir beaucoup d'inscrits sur un événement en ligne comme ça, bah finalement la deuxième priorité, c'est de maximiser le taux de présence sur le jour 1. Ça, il faut en être conscient. Donc moi, j'en étais déjà conscient parce que j'avais vu que sur les webinaires, la moyenne, c'était d'avoir entre 20, si on ne faisait pas grand-chose, qu'on envoyait juste un mail la veille, un peu des messages, etc., on avait à peu près entre 20 et 30% de taux de présence. Et je trouvais ça veut dire qu'il y avait 70% des gens ne venaient pas parce que c'est gratuit, donc les gens sont beaucoup moins impliqués que si c'était payant, par exemple. Donc ça, c'est assez logique, mais je trouvais que c'était une perte assez forte. Et donc, une de nos priorités, ça a été de se dire comment on va maximiser le taux de présence sur le jour 1. Et donc, on a mis en place beaucoup de choses pour ça et on a bien fait de le faire. Donc, il faut en être conscient. Donc globalement, en fait, on a envoyé des dizaines de mails pour chauffer les gens, pour leur rappeler l'event, pour que je sois dans leur tête pendant les 15 jours qui précèdent l'événement en ligne. J'ai envoyé des relances sur WhatsApp où je me filmais avec ma tête, je faisais des vidéos tous les jours, les 7 jours avant l'event, quelques heures avant l'event, pile quand l'event commençait, etc. Enfin, on a été très très rigoureux sur les relances et sur ce qu'on appelle le nurturing, donc le fait de chauffer les gens, de les qualifier pour avoir le plus de gens possible. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a eu 50% de taux de présence le premier soir sur à peu près 2500 inscrits. À la première minute du live, on était plus de 1200. Donc ce qui est vraiment une très bonne stat de ce que j'ai pu me renseigner. Et après, sur le premier jour, on a eu plus de 1800 personnes qui sont passées sur le live, sur à peu près 2500. Donc je pense que c'est des stats qui sont très solides et c'est directement lié
au fait que le jour 1 c'est le plus important, et donc qu'il faut prendre autant au sérieux le fait que les gens viennent au jour 1 que le fait qu'ils s'inscrivent. C'est aussi important, voire plus important. Donc ça, c'est la 4e leçon à retenir pour la suite. La 5e leçon, donc c'est lié directement à ce taux de présence. Si on a eu un taux de présence aussi élevé, qui je pense est très au-dessus de ce qu'on peut voir dans les normes du marché, c'est aussi parce qu'on a fait une automatisation IA qui a été particulièrement efficace, qui a été d'appeler les gens. Les events commençaient à 20h. On a appelé tous les inscrits à 19h50, 19h55, 20h, pétantes au téléphone. Donc on les appelait directement à 20h. Et avec un message de moi qui leur parlait, qui leur disait que l'event commençait maintenant, qu'il fallait absolument qu'ils viennent, qu'ils s'étaient inscrits, et que ça allait être une dinguerie, qu'on allait montrer des automatisations IA absolument bluffantes. Donc on a fait ça, et ça a été très puissant. Et il y en a beaucoup de gens après en appel de vente qui nous ont dit « Oh bah si vous ne m'aviez pas appelé, clairement j'avais complètement zappé, je ne serais pas venu, et donc au final ils ne se seraient pas devenus des clients, tout simplement. » Donc ça c'est une automatisation IA qu'on a mise en place en plus un peu au dernier moment, parce qu'on était à la bourre sur les process, c'était un nouveau process pour nous, donc il y a plein de choses qui ont pris du retard, les choses ne se passent jamais comme prévu, et les choses prennent toujours plus de temps qu'on ne pense qu'elles vont prendre, donc on était à la bourre, mais on a vraiment fait l'effort de mettre en place ce système un peu au dernier moment, un peu à l'arrache, et au final ça a été vraiment rentable de le faire, parce que grâce à ça, je sais pas, rendez-vous compte, même moi je m'étais fait, justement, j'ai eu cette idée parce que à un webinaire, je m'étais fait appeler comme ça à 20h, alors que j'avais complètement zappé le truc, c'est un truc que je voulais voir, et le type il m'appelle à 20h, je me dis mais qui c'est qui m'appelle à 20h, personne t'appelle à 20h en fait. Et donc là, on m'avait appelé, j'avais décroché, et il m'avait rappelé l'event, et s'il m'avait pas appelé, j'avais pas check mes notifs à ce moment-là, etc. Et donc j'aurais jamais pensé à venir à l'événement. Donc on l'a mis en place, on a fait l'effort de le mettre en place, et ça a été très bénéfique, il y a plein de gens qui sont venus. Ça me fait penser, bon, il y aura un point bonus, finalement ce ne sera pas 9 points, ce sera 10 points, donc on va dire que c'est le point numéro... donc le point numéro 5, c'était que le fait d'appeler les gens au téléphone avec une automatisation, d'appeler 2500 personnes en même temps pour leur dire que le webinaire commence, très puissant. Nous, on le refera à chaque fois, et il faut le mettre en place parce que c'est très puissant. Mais le 5e point, du coup, alors je vais tout décaler mes points, j'ai mes petites notes qui ne veulent plus rien dire, c'est pas grave. Une erreur qu'on a faite par contre, que là, cette fois-ci, on n'a pas pris le temps, qu'on n'a pas eu le temps de mettre en place, c'est qu'on n'a pas assez récolté des feedbacks positifs de l'event, alors qu'on a eu une satisfaction absolument folle et que j'ai reçu plein de messages sur LinkedIn de gens qui m'ont dit que l'event était incroyable. Et on n'a pas eu le temps de faire une sorte de les rediriger vers une page Google, par exemple, où ils auraient pu mettre des 5 étoiles avec leurs commentaires, etc. Et finalement, j'ai juste pu screen des posts LinkedIn, des gens qui ont fait des posts LinkedIn, des gens qui m'ont envoyé des messages, des gens qui ont envoyé des messages à mon associé en privé. Mais j'ai pas pu récupérer plein de trucs 5 étoiles, alors qu'on aurait clairement pu, parce que les gens étaient vraiment très très contents. Et donc c'est un peu dommage, parce que ça, on aurait pu le rentabiliser par la suite de plein de manières différentes. Donc c'est une erreur qu'on a faite. La prochaine fois, on fera en sorte de ne pas la faire. Donc de récolter plus d'avis 5 étoiles ou ce genre de choses. Du coup, qui était le point numéro 6, donc le point numéro 7, je vais tout décaler d'un pour aller jusqu'à 10, c'est que les replays sont fondamentaux, en fait. Et ça, c'est un truc que, bon, alors je le savais, que le fait d'avoir des replays, de les mettre à disposition, et que ça, c'était important, mais je ne pensais pas que c'était à ce point important. Et là, les stats me l'ont confirmé, puisque ce qui s'est passé, c'est que on a eu donc en tout, après les 2 events, on a eu plus de 250 appels de vente qui ont été réservés dans notre agenda. Mais au bout du premier jour, on en a eu un peu plus de 170. Au bout du deuxième jour, c'était à peu près une cinquantaine. Et si on prend les replays, du coup, c'est tout le reste. Donc si on fait le calcul, ça fait à peu près un peu plus de 90, il me semble. Donc en fait, on a eu plus de gens qui, suite au replay, ont pris des appels que suite au deuxième jour, par exemple. Ce qui peut 2 fois plus, hein, carrément. Donc, ce qui peut être très contre-intuitif, qu'on n'aurait pas forcément pensé à la base. Donc en fait, là, c'est aussi une erreur un petit peu qu'on a faite, ou du moins un axe d'amélioration pour les prochains events qu'on pourrait faire pour les prochaines fois. Et je vous le dis aussi pour que vous ayez l'info. C'est que c'est aussi important de penser à un process pour maximiser le taux de vue des replays, en fait. Et typiquement, moi j'ai déjà des idées de bots IA, d'automatisation IA, etc., où on pourrait contacter toutes les personnes, les 2500 personnes, et leur demander est-ce que tu as vu l'event, est-ce que tu l'as pas vu, si tu l'as vu, de rediriger vers un call, et si tu l'as pas vu, d'envoyer des replays directement en DM. C'est un peu ce que j'ai fait via LinkedIn, puisque tous les gens qui s'étaient inscrits via LinkedIn, j'ai pu leur envoyer des messages
en redirigeant justement vers les replays. Et ensuite, sur tous ces gens qui ont vu les replays, j'ai eu quasiment 100 appels de vente qui ont été pris, hein, donc c'était très très rentable de le faire. Mais du coup, je l'ai fait de façon un peu sporadique et de façon très générale et pas de façon structurée. Et j'ai pas du tout contacté les 2500 inscrits, même si on a envoyé des mails, etc. Mais des mails, c'est 30%, 30, 40% de taux d'ouverture, donc tu touches pas tout le monde. Et sur WhatsApp, on n'a pas contacté tous les gens individuellement sur WhatsApp pour des problèmes qu'on n'avait pas anticipés tout simplement. On l'a un peu fait sur LinkedIn, mais du coup que sur une partie des inscrits. Et donc si on avait pu le faire sur tous les inscrits, eh ben, on n'aurait peut-être pas eu 90, 100 appels de prix via les replays, on aurait peut-être eu 150, 180 appels de prix, c'est-à-dire 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 70 000 euros de chiffre d'affaires en plus sur ces 2 semaines. Donc ça a été un peu sous-estimé et je pense qu'il y a des systèmes IA en plus à faire là-dessus qui peuvent permettre de vraiment optimiser tout ça comme il faut et du mieux possible. Donc ça, c'est vraiment aussi une note pour plus tard sur les replays. Point numéro 8, c'est de mieux préparer la partie appel de vente quand on a un volume aussi élevé. Bon, là, pour notre défense, c'est que moi, suite à ce webinaire, c'était un test, ce webinaire, donc je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait plus de 250 appels de vente en même pas 10 jours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait entre 22, on a eu entre 22 et 28 appels de vente par jour pendant une dizaine de jours. Donc c'était absolument fou. Alors, heureusement que j'avais anticipé la situation où ça marcherait très très bien et que je m'étais un peu préparé et que j'avais recruté quelques commerciaux en catastrophe en faisant une sorte de formation express sur les différentes choses qu'on peut vendre au cas où on soit complètement débordé et qu'on ait plein d'appels. Donc heureusement que j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ça, ça aurait été vraiment dommage parce qu'on aurait cramé un nombre de leads incalculable. Mais forcément, j'étais pas aussi préparé que ce que j'aurais voulu, notamment parce que je pensais pas honnêtement qu'on allait être dans le scénario où ça marche aussi bien. Et donc, on a perdu beaucoup d'argent sur la partie appel de vente. C'est un peu une frustration que j'ai malgré ces bons résultats, hein, voilà, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, c'est qu'on pourrait se dire, ouais, ils ont contracté quasiment 150 000 euros en 2 semaines, mais c'est un truc de fou. En réalité, on aurait pu faire beaucoup plus. Et on n'a pas été bon surtout. Et il faut être capable de le reconnaître pour faire mieux la prochaine fois, et notamment sur cette partie appel de vente. Alors déjà parce que, alors il y a plusieurs choses qui font qu'on aurait pu mieux faire. C'est que déjà l'avatar client qu'on a attiré avec cet event, il était assez différent de l'avatar client que j'attire d'habitude avec mes tunnels d'acquisition classiques. C'était pas le même avatar, et notamment sur la partie B2C, ma partie écosystème privé, j'avais plutôt la tendance avec mes contenus, etc., à attirer des gens un peu plus jeunes en fait, qui avaient entre 20 et 30 ans, alors que là on a eu beaucoup de profils qui avaient plus de 30 ans, donc qui avaient 35, 40, 50, voire 60 ans. On a eu beaucoup de profils entre 40 et 60 ans. Et forcément, parce qu'on a fait voilà, un nouveau système d'acquisition un peu plus explosif, les ads elles n'ont pas ciblé forcément les mêmes personnes que moi j'avais l'habitude de cibler, et donc il s'est passé qu'il y a eu un avatar client un peu différent. Et là, l'erreur qui s'est passée, c'est que moi j'avais recruté par exemple quelques commerciaux, et en particulier j'avais un commercial que j'avais formé sur plusieurs mois sur mon offre, mais qui était en fait formé sur notre avatar client historique, et pas sur le nouvel avatar client lié à cet event. Et donc là, une leçon de ça, c'est que c'est pas parce que quelqu'un enfin un commercial en particulier, a des bons taux de conversion, a des bons taux de vente sur un avatar spécifique, qu'il en aura forcément sur un autre avatar qui n'a rien à voir. Et là, ce qui était assez intéressant, c'est que les objections entre notre avatar historique et cet avatar client, qui était souvent très différent, c'est que c'était pas du tout les mêmes objections. C'était pas les mêmes questions qu'ils posaient, c'était pas les mêmes craintes, c'était pas les mêmes peurs, il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas similaires. Et donc, par exemple, j'avais un commercial que j'avais formé depuis quelques mois, qui a eu en fait beaucoup de mal avec ce nouvel avatar client, et qui a eu des taux de conversion qui étaient assez catastrophiques en fait. Et donc, mais le problème, c'est que c'était des dizaines et dizaines d'appels qui ont été confiés à ce commercial, et les taux n'ont pas du tout été à la hauteur de ce que ce commercial faisait habituellement. Et voilà, ça c'est une erreur liée à un manque de préparation, et en fait, j'aurais pas vraiment pu faire beaucoup mieux, dans le sens où, mais je le sais comment dire, je le sais pour la prochaine fois, on va dire, et pour les prochains events, et je vous le dis, si vous voulez faire un event dans 3 mois, dans 4 mois, dans 5 mois, il faut, si c'est un event qui a vocation à générer beaucoup d'appels de vente et que vous ne pourrez pas gérer tous les appels de vente tout seul, ce qui était par exemple mon cas ici, je ne pouvais pas faire 30 appels par jour, c'est pas possible, c'est inhumain.
Eh bien, il faut vraiment très en amont préparer la partie sales et la partie vente, et notamment la partie formation des gens qui vont t'aider à absorber le volume pour qu'ils aient des taux de conversion qui soient aussi bons que, peut-être pas aussi bons, mais en tout cas corrects par rapport au fondateur ou au CEO ici comme moi, qui connaît parfaitement par définition le business, qui sait répondre à toutes les questions et qui a beaucoup d'expérience, parce que j'ai fait des centaines, enfin j'ai même fait des milliers d'appels de vente, que ce soit sur le B2B ou le B2C. Et, et donc si on avait vraiment voulu optimiser cette partie vente pour perdre moins d'argent que ce qu'on a perdu là-dessus, eh bien, en fait, le problème c'est que ça prend du temps en fait, de former quelqu'un à un avatar client, à ton offre, qu'il la maîtrise particulièrement bien, qu'il soit capable de gérer les objections, et il faut aussi qu'il les ait rencontrés pour de vrai, qu'il se soit trompé, qu'il ait fait des erreurs, qu'il ait eu du feedback sur ces appels-là, pour qu'au bout de 2, 3 mois, 4 mois, il soit vraiment opérationnel pour vendre une offre. Ça prend du temps. Donc forcément, si tu fais un webinaire dans 3 mois, finalement, en fait, il faut en même temps, donc 3 mois auparavant, commencer à former des commerciaux à vendre l'offre ou les offres que tu vas vendre à ton webinaire, parce que sinon tu ne pourras pas les former en une semaine, en 2 secondes, sur une offre qui est un peu compliquée, et ils risquent d'avoir des taux de conversion qui sont très décevants parce qu'ils ne maîtriseront pas assez ton offre, ils ne maîtriseront pas assez les objections, ils ne maîtriseront pas assez ton avatar client. Et le truc, c'est qu'il ne s'agit pas de juste maîtriser une offre, un service, un produit, il faut aussi maîtriser entre guillemets l'avatar client auquel on s'adresse. Et c'est voilà, ces leviers psychologiques, ces peurs, ces craintes, et tout ça, ça passe par de la pratique et ça prend du temps et ça demande du feedback. Et donc, il faut le préparer en amont. Et nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait moi qui était capable de prendre des appels de vente, évidemment. J'avais un commercial que j'avais formé depuis 3 mois, qui, sur le papier, devait prendre beaucoup d'appels de vente et être très efficace. Mais en fait, bah, c'était un peu une erreur de jugement parce que l'avatar client a changé. donc, donc, euh, il n'était pas, en fait, il n'était pas si formé que ça sur ce nouvel avatar client. Et les autres que j'avais pris un peu en urgence, une semaine avant, 2 semaines avant, quand j'ai vu qu'il commençait à y avoir beaucoup d'inscrits et que j'ai anticipé le scénario où on allait déborder sur les appels de vente, bah, ces gens-là, en une semaine, on ne peut pas faire des miracles. Donc voilà, on a fait de notre mieux, on leur a expliqué de notre mieux notre offre, comment répondre aux questions, etc. Mais on ne peut pas faire des miracles en une semaine, alors que si on les avait pris 2, 3 mois avant et qu'on était au courant de cet avatar client, on aurait pu mieux faire. Donc voilà, ça c'est un peu technique, ce que je suis en train de raconter, mais c'est assez important. Et si on avait été mieux préparé sur la partie vente, on aurait eu des taux de conversion qui sont beaucoup plus. On aurait fait encore plus d'argent. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, on était à peu près 5 ou 6 à prendre des appels. Entre 5 et 6 à prendre des appels de vente. On n'avait pas tous les mêmes dispos. Donc bon, on va dire qu'on était entre 5 et 6 commerciaux. Et au début, avec Enzo, mon cofondateur, on n'en prenait pas beaucoup parce que je voulais voir comment ça se structurait. Je voulais review les nouveaux commerciaux qui ne maîtrisaient pas bien l'offre pour vite régler les gros problèmes, on va dire. Et le truc, c'est qu'après, quand on a commencé à prendre des appels de vente avec le cofondateur, bah moi, par exemple, avec mon cofondateur, on était entre 45 et 55% de conversion, ce qui est très élevé. Là où la plupart des autres commerciaux, pas tous, mais en moyenne, ils étaient aux alentours des 20%. Donc ils étaient presque à 2 fois moins, enfin ils étaient à plus de 2 fois moins, pardon, que nous, les cofondateurs. Et donc si on avait été mieux préparé, on aurait pu avoir un taux moyen de conversion qui est plus élevé que ce qu'on a eu, avec peut-être 15%, 20% de plus, entre 10 et 20% de plus que ce qu'on a eu. Nous, les cofondateurs, en prenant autant d'appels, mais en ayant des commerciaux qu'on a mieux formés. Bon là, on n'aurait pas pu le savoir, comme j'ai dit, mais pour la prochaine fois, donc je ne ferai pas cette erreur. Et donc, on aurait fait probablement 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 en plus. Donc c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas tout faire bien du premier coup, donc c'est comme ça. Point numéro 9, alors c'est une erreur que j'ai faite, qui est de ne plus recruter. Enfin, c'est une leçon plutôt que je formule, on va dire, enfin, que je formalise suite à cette erreur, qui est de ne plus recruter quelqu'un qui désobéit au process qui a été défini. Alors ça, c'est un truc que je vais me mettre dans la tête, parce que ça m'énerve un peu, parce que j'avais déjà eu cette intuition et je me suis pas écouté, et j'aurais dû m'écouter. On a eu sur la partie appel de vente, en fait, on a eu une situation un peu problématique, notamment avec un des commerciaux. Donc évidemment, je ne vais pas dire de nom ou quoi que ce soit, etc. C'est-à-dire qu'avant que les appels de vente commencent, si vous voulez, et c'est ce qui se fait en général dans ce genre de moment,
eh bien, on a défini un process de relance, un process de comment on les appelle, qu'est-ce qu'on va dire, c'est quoi le pitch, c'est quoi les arguments marketing, quels sont les éléments d'urgence qu'on va mettre en place pour améliorer les taux de conversion, quels sont les éléments marketing qu'on va mettre en avant, comment est-ce qu'on va répondre à telle objection. Enfin, on a défini un process. Et évidemment, ce process, on l'a envoyé à tous les commerciaux, et nous-mêmes, les cofondateurs y compris. Et, et voilà, moi je suis le CEO, j'ai réfléchi à ce process-là, je ne l'ai pas réfléchi dans le vide. Et une fois qu'il est défini, j'attends à ce que les gens que j'ai recrutés le suivent. Parce que j'ai pas, enfin voilà, si j'ai fait un process, c'est pas juste pour faire joli, c'est pour qu'il soit appliqué, pour qu'il soit suivi. Et il se trouve que j'ai une des personnes, des commerciaux, que j'avais recruté donc il y a quelques mois auparavant, et qui par ailleurs était pas mauvaise, hein, enfin, faisait ce qu'on lui demandait, hein, mais qui en fait a désobéi un petit peu au process, qui n'a pas vraiment suivi le process. Alors pour plein de raisons, ça peut être par ego, par surconfiance, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais n'a pas suivi le process. Et sans rentrer trop dans les détails, ça a créé une situation vraiment délicate, et ça a eu un effet boule de neige en fait, avec des conséquences négatives, qui fait que comme il n'a pas suivi le process et qu'il se trouve que l'avatar client était différent, etc., et qu'il fallait vraiment suivre le process, et bien ce commercial a eu des résultats un peu catastrophiques, a eu des moins bons, enfin voilà, des taux de conversion qui étaient vraiment pas bons du tout. Et ça a créé vraiment du chaos en fait, de l'incompréhension. Et ça va être mon dernier point, le point numéro 10. Je vais parler de ça. Mais ça a créé en fait du chaos, et on a dû mettre en place un peu une sorte de mécanisme anti-crise d'urgence pour régler ce problème-là. Et ça a été lié juste au fait que cette personne, elle a désobéi. À ce moment-là, elle en a fait qu'à sa tête. Elle n'a pas suivi ce que j'avais dit. Elle a, entre guillemets, elle n'a pas pris en compte un peu l'autorité qu'il peut y avoir quand tu es CEO, et que tu dis aux gens de faire quelque chose et que la personne ne le fait pas. Et derrière, cette personne n'a pas eu des bons résultats, et donc ça a engendré plein de galères en fait. Et le truc, et c'est quoi la leçon de cette erreur? Quelle est la leçon? Pourquoi je dis qu'il ne faut plus que je recrute quelqu'un qui désobéit au process? C'est qu'en fait, c'est vraiment problématique. Enfin, je me rends compte que dans le recrutement, il y a plein de types de profils, et en particulier, toi, quand tu veux déléguer quelque chose, en l'occurrence, ça c'est des appels de vente, il y a des postes que tu vas déléguer ou tu vas chercher à recruter qui vont plus demander des exécutants, et il y a d'autres postes qui vont plus demander des créatifs, des entrepreneurs, on va dire, des gens qui sont capables de prendre l'initiative, etc. Et là, en l'occurrence, pour un poste comme ça, où il faut faire des appels de vente, où il faut être efficace, il faut être rigoureux, il faut faire toutes les relances, etc., en fait, j'ai besoin vraiment de quelqu'un qui exécute. Et la personne que j'ai recrutée il y a 4 mois pour ce poste-là, et c'est aussi pour ça que je ne blâme pas que cette personne, et je me blâme moi en priorité, hein. J'ai toujours cette philosophie, moi, personnellement, de, de responsabilité un petit peu permanente vis-à-vis de moi-même, parce que je pense que c'est une erreur que moi j'ai faite. Et donc pour ce poste-là, qui est très typé exécutant, eh bien, j'ai recruté quelqu'un qui était plutôt un profil entreprenant. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus à même à en faire un petit peu qu'à sa tête, et à prendre des initiatives, à prendre des libertés, à faire un peu comme il le souhaite, etc. Et en fait, forcément, ça pose des problèmes quand tu mets le mauvais profil au mauvais poste, tout simplement. Et de façon générale, donc, sur un poste où tu as besoin de quelqu'un qui exécute, qui fait ce que tu lui demandes, qui le fait bien et qui le fait vite, donc un profil un peu salarié finalement, hein, un profil un peu salarié, mais juste compétent, quoi, bon salarié, eh bien, il faut surtout pas mettre quelqu'un qui a du mal avec ça, parce que moi je l'ai vu et je l'ai appris à mes dépens, ça pose plein de problèmes par la suite. Et ça pose notamment des problèmes, si on rentre un peu dans le détail, qui est que même pour la suite, en fait, ça brise la confiance que tu peux avoir avec cette personne-là. Parce que si tu lui as demandé de faire quelque chose, et que il suffit d'une fois ou de deux fois, hein, et qu'elle ne le fait pas, qu'elle ne fait pas comme tu as demandé, et qu'elle te dit pas, évidemment qu'elle te dit pas qu'elle l'a pas fait, et que tu l'apprends 4 jours après, etc., et que du coup c'est trop tard finalement, et bien derrière, à chaque fois que tu vas vouloir confier quelque chose à cette personne, tu vas toujours avoir le doute de est-ce qu'elle va vraiment le faire. Avec ce type de profil un peu rebelle, un peu non mais j'avais pas envie de faire comme ça, j'ai fait un peu autrement, mais t'inquiète, ça va marcher parce que j'ai confiance en moi, etc. Du coup, à chaque fois que tu vas lui confier quelque chose, tu vas toujours avoir ce doute de est-ce qu'il va vraiment le faire. Et donc si toi en tant que CEO, tu as tout le temps une charge mentale permanente parce que tu gères 5 personnes et qu'à chaque fois tu sais pas si elles vont vraiment faire ce que tu dis, cette charge mentale, elle devient insupportable. Et donc, tu peux plus vraiment faire confiance à la personne. Or, nous, quand on recrute, justement, ce qu'on veut, c'est, en tout cas,
sur des choses qui sont type exécutant, c'est que voilà, on a dit ce qu'il fallait faire et j'ai envie que la personne elle soit autonome et qu'elle fasse ce qu'on a dit de faire. Et ça ne veut pas dire que ce que j'ai dit qu'il fallait faire, c'était forcément la meilleure chose à faire. Probablement pas d'ailleurs, parce que encore une fois, c'est avec l'expérience, les erreurs qu'on ajuste au fur et à mesure et qu'on itère. Mais il vaut mieux que la personne, elle accepte le process, qu'elle le fasse, et qu'ensuite, 2 semaines après, elle te dise, alors, t'as vu, on a fait ça comme ça, mais est-ce que tu penses pas qu'on aurait pu faire ça différemment parce que on aurait pu avoir des meilleurs résultats, améliorer les taux si on faisait comme ça, qu'est-ce que t'en penses? Et là, ok, là le feedback il est constructif, la personne elle a fait ce qu'on lui demandait parce qu'à ce moment-là c'est ça qu'on a décidé qu'on allait faire, et puis après elle te fait un retour, et derrière s'il faut ajuster la prochaine fois faire un peu différemment, eh bien ce sera pris en considération. Mais il faut surtout pas que la personne, quand on lui dise de faire un process spécifique, eh bien elle dise ah ben non, je vais pas le faire, parce que sinon tu n'as plus confiance en la personne tout simplement. Et moi c'est vraiment ce qui m'est arrivé, et donc bah voilà, c'est une belle leçon. Et à l'avenir, je ferai en sorte, sur des postes exécutants, de recruter des personnes qui sont capables juste de faire ce qu'on leur demande, et de bien le faire, et de respecter, et de suivre le process avec le plus de rigueur possible. Voilà, tout simplement. Et cette erreur, en fait, m'a fait perdre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc j'espère aussi que vous ne la ferez pas. Et la dixième, du coup, qui est le dixième point, enfin le dixième enseignement, leçon, erreur, on s'en fout, que je tire de ce webinaire, qui est lié en fait à ce que je viens de vous raconter, c'est que le CEO ou les fondateurs, en l'occurrence dans notre cas, doivent prendre leurs responsabilités en cas de chaos slash de crise. Et qu'en fait, il est souvent pas trop tard pour limiter la casse. Donc ça, c'est très lié au point précédent, parce que comme je vous ai dit, on a eu des petits problèmes de sales, avec des taux de conversion au début qui n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'on aurait dû avoir sur les premiers appels. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour vous donner un ordre d'idée, c'était mercredi, jeudi, le webinaire. On a plein de calls qui sont pris, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc plus de 10 calls par jour, hein, donc entre 15 et 20, entre 20 et 28 calls par jour. On est à peu près 5-6 à prendre des appels. Moi, au début, je prends très peu d'appels parce que je veux un peu structurer les choses. Et on a certains commerciaux qui, normalement, performent mieux que ça. On est le dimanche, voilà, donc on est 3-4 jours après. On a déjà des dizaines d'appels qui ont été effectués. Enfin, on a plus de 80 appels qui ont été effectués. Et j'ai certains commerciaux qui, sur plus de 40 appels à eux tout seuls qui ont été effectués, donc comme je viens de vous le présenter, qui ont eu des taux vraiment très faibles par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Et donc nous, en fait, avec Enzo, mon cofondateur, on comprenait pas, quoi. On comprenait pas parce que moi, à ce moment-là, je prenais pas beaucoup d'appels. Et j'ai vu que sur 40 appels, bah, il y avait une personne, elle avait généré quelques centaines d'euros, ce qui est absolument pas normal, en fait. Parce que les profils étaient qualifiés, les gens ils avaient vu le webinaire, donc ils savaient de quoi on parlait. Moi je regardais les profils, ils étaient vraiment qualifiés. Donc il y avait des trucs qui allaient pas, mais on comprenait pas ce qui allait pas, et on comprenait pas pourquoi ils n'arrivaient pas à vendre. Et après on l'a compris parce qu'on a pris des appels, et donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'avatar client qui était différent, ça a joué pour beaucoup. Mais on comprenait pas, et donc en fait on était un peu en train de paniquer parce qu'on avait fait le plus dur, on avait tout réussi, on avait plein d'inscrits, on avait eu plein de gens en live, on avait maximisé le taux de présence, on a plein de gens qui ont pris des calls, on était en mode bon maintenant ça va être facile. Et là on arrive au dimanche, on a des dizaines d'appels qui ont été effectués, et finalement on a encaissé quelques milliers d'euros, et on a surtout encaissé beaucoup moins que ce qu'on aurait dû encaisser avec nos taux de conversion moyens, enfin habituels. Et donc on était un peu en panique mode, et en plus donc on a une personne qui ne suivait pas le process, donc on ne savait pas trop pourquoi elle n'arrivait pas à vendre, etc. Donc c'était vraiment une situation de crise, hein, tout simplement, de chaos, alors qu'a priori tout allait bien jusqu'à ce moment-là. Et là du coup j'ai dû prendre une décision très rapide, très très vite. Donc c'était le samedi soir que j'ai pris cette décision, donc c'était vraiment 3 jours après le début quand j'ai vu qu'on n'encaissait pas assez que ce qu'on aurait dû encaisser. Et je me suis dit bon, il y a un truc qui ne va pas, ils n'arrivent pas à vendre. Ça doit être qu'il y a des questions qu'ils ne savent pas répondre, ils n'arrivent pas à créer assez de confiance, il y a un problème forcément. Donc là, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Donc moi, en tant que CEO, et donc aussi j'ai inclus mon associé Enzo, cofondateur, technique, et j'ai appelé Enzo et je lui ai dit, ok, à partir de demain, on prend 10 appels par jour. Alors que de base, on n'était pas censé prendre beaucoup d'appels, parce que j'avais recruté des commerciaux pour ça. Et je ne comptais pas prendre énormément d'appels par jour, ni Enzo, hein, parce que Enzo, mon associé, c'est le CTO de Zenitia, hein, c'est un profil technique, c'est quelqu'un qui a fait très peu d'appels de vente finalement, et qui n'est pas du tout entraîné à faire des appels de vente. Et donc, même moi, j'étais pas forcément hyper confiant au fait de donner 10 appels par jour à Enzo, mais je me suis dit que s'ils n'arrivaient pas à vendre, c'est probablement qu'ils n'arrivaient pas à répondre à des questions. Et donc,
que les mieux placés pour répondre aux questions des gens et les rassurer, etc., bah, c'était Enzo et moi parce qu'il n'y a pas. Enfin, ça fait 2 ans et demi qu'on a le business, donc il n'y a pas mieux placé que nous pour répondre à des questions précises, techniques, compliquées, etc. Même si Enzo, par exemple, est moins habitué à faire de la vente, bah, par contre, il maîtrise extrêmement bien son sujet. Et donc, j'ai dit à Enzo, je lui ai dit, mec, il faut qu'on prenne 10 calls par jour, parce que là, si on continue comme ça avec ces taux de conversion, c'est vraiment dommage, parce qu'on aurait pu faire des centaines de milliers d'euros, ce qui est le cas, enfin ce qu'on a fait finalement, et on va faire très très peu par rapport à ce qu'on aurait pu faire, juste parce que on fait de la merde sur la partie vente. Et donc là, il me dit, voilà, on en parle, et il me dit, ok, ouais, t'as raison, vas-y, on va prendre nos responsabilités, on y va. Et donc là, à partir du dimanche, je sais pas si c'était le dimanche ou le lundi, peu importe, un jour près, on a commencé à prendre 8-10 appels par jour, de 9h à 23h. Je fais des appels, non-stop. Je mangeais même plus. Je mangeais même pas, je mangeais quand je pouvais, quand j'avais un no-show, quand j'avais quelqu'un qui venait pas, mais j'avais très peu de no-show, donc j'ai pas beaucoup mangé sur la semaine. Et pendant à peu près 8-9 jours, j'ai pris entre 7 et 10 appels par jour. Et pareil avec Enzo. Et là, nos taux de conversion ont été très très bons, et on a closé entre 45 et 55% tous les appels qu'on a fait. Et donc finalement, bah, c'est un peu la conclusion de cette longue vidéo, mais que je trouve assez intéressante, et j'espère que ça vous intéresse. C'est que ça a été, je pense, la meilleure décision qu'on a prise pendant tout le webinaire, parce que c'est finalement la première fois, finalement tout ce qui s'est passé avant, tout s'est passé comme prévu, et même beaucoup mieux que prévu, que ce qu'on imaginait. Et c'est quand la première difficulté est arrivée, où là, ça se passait pas comme prévu, où il y a eu un enchaînement d'imprévus et de choses un peu bizarres qui fait qu'on ne comprenait pas, qu'on a pris cette décision un peu hardcore, enfin vraiment de gros bourrins, de vikings, en se disant non mais là, ils n'arrivent pas à vendre, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, les cofondateurs, on va prendre tous les appels, enfin le plus d'appels possible. Et encore, j'ai pas pu prendre tous les appels, hein, c'est-à-dire que j'en prenais 8 par jour, Enzo aussi, ou entre 8 et 10, mais il y en avait 30 par jour. Donc j'avais quand même 10 appels que je devais continuer à donner aux autres commerciaux en sachant pertinemment qu'ils auraient des taux de conversion qui sont 2 fois moins élevés que nous, les cofondateurs. Donc bon, c'était assez frustrant, mais on n'avait pas le choix. Et j'avais pas envie d'étaler les appels sur 4 semaines, etc. Parce que d'un point de vue de la vente, je pense que ça aurait été désastreux de faire ça. Parce que les gens étaient chauds à ce moment-là et ils seront beaucoup moins chauds 3 semaines plus tard. Mais voilà, c'est la meilleure leçon, enfin c'est la meilleure décision qu'on ait prise, ça a été de prendre nos responsabilités et de faire des calls de 9h à 23h. Et au final, bah, même Enzo, qui je ne pensais pas qu'il ait des taux de conversion aussi élevés, bah, il a eu des très bons taux de conversion parce que l'avatar client était différent, donc c'était pas tout à fait le même type d'appel de vente. Et là-dessus, ça lui a bien, convenu, on va dire. Donc ça, c'est la dernière leçon que je tire de ce webinaire, c'est que quand on est en situation de chaos et de crise, bah, c'est vraiment au CEO et aux cofondateurs de trouver les solutions et d'agir vite et de voilà et de pas procrastiner la décision et après d'assumer la décision et de pas attendre que ce soit les autres qui, enfin c'est pas leur boîte quoi, qui te rapportent de l'argent, mais que voilà tu prennes tes responsabilités quoi, tout simplement. Et bah ça c'est grâce à ça qu'on a contracté quasiment un peu moins de 150 000 euros, de 150 000 euros pardon. On est vraiment responsable avec Enzo d'une grosse partie du chiffre d'affaires qui a été généré parce qu'on a fait un énorme tryhard. Voilà, tout simplement. Ok, voilà, bah c'est la fin de cette vidéo. Elle est très longue, mais j'ai essayé de donner un maximum de valeur. J'espère que ça vous a plu. Ce format très authentique, un peu bilan global de ce webinaire, qui est une étape, je pense, assez importante là, dans mon développement entrepreneurial et dans le développement de la société Zenitia. Donc ce petit bilan global de tout ce que j'ai retiré en termes d'enseignement, de leçons, d'erreurs, de valeurs un peu contre-intuitives. Si ça vous a plu, bah, likez et je ferai plus de vidéos comme ça. Vous pouvez laisser un petit commentaire si vous avez des questions sur le webinaire, sur un peu le tunnel de vente, etc. que je n'ai pas pu forcément aborder dans cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur l'IA ou pour un nouveau débrief de la semaine. Et je vous souhaite une super journée ou une super soirée selon quand vous regardez cette vidéo. Allez, ciao!